Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle conférence de notre cycle 2022. On continue ce soir toujours sur le même thème, et si on aimait vraiment? Et si on aimait vraiment, c'est une proposition tout au long de cette année, d'aimer plus. On vous invite, si on aimait vraiment, à essayer d'aimer plus, d'aimer véritablement. Et c'est aussi un peu un questionnement. Et si on aimait vraiment, qu'est-ce que ça pourrait donner? Ce soir, on va voir à travers une conférence que si on aimait vraiment, on pourrait retrouver la vue. Le titre de la conférence de ce soir, c'est «L'amour ne rend pas aveugle». Et même si on aimait vraiment, on va voir qu'on va pouvoir retrouver la vue. Quand on le dit comme ça veut dire qu'on a perdu la vue, ça veut dire qu'on n'y voit pas. Pourtant, il semble que la vue, c'est OK. Il y a un écrivain africain qui s'appelle Amadou Kourouma, qui a écrit quelque chose qui est assez intéressant, qui dit «Il y a deux sortes de cécité. Les aveugles de la vue et les aveugles de la vie». Et probablement, sans s'en rendre compte, on fait peut-être un peu partie de la deuxième catégorie. On va essayer de voir tout ça ensemble ce soir. D'abord, c'est vrai que quand le titre de la conférence, «L'amour ne rend pas aveugle», ça nous ramène évidemment à ce dicton où on dit, justement, on affirme que l'amour rend aveugle. Simplement, de quel amour est-ce qu'on parle et de quelle vue est-ce qu'on parle quand on dit ça? On sait tous, c'est quelque chose qu'on connaît déjà, mais c'est quand même intéressant peut-être de l'expliquer un petit peu et de le développer un petit peu. Quand on dit l'amour rend aveugle, évidemment, ça fait référence à la notion, pas d'amour comme nous on essaie de le décrire justement, pas si on aimait vraiment, mais comme on a vu dans les premières conférences, on a vu que cet amour-là, souvent on le confond avec l'affectif. Et que ce qui nous rend aveugle, évidemment que c'est l'affectif, et que c'est le corps émotionnel. Quand il est là, quand il est fort en nous, il nous empêche de voir réellement, de voir la réalité. C'est dans ce sens-là qu'on dit aveugle. Donc on connaît tous une relation amoureuse, par exemple, des fois quand on est ado, ou même quand on est adulte, qu'on est encore un peu passionné, un peu tout feu, tout flamme, on rencontre quelqu'un et puis on tombe fou amoureux de la personne. Et là, on devient réellement aveugle, c'est-à-dire qu'on ne voit qu'une partie de la réalité de la personne. Et tout le reste, on ne le voit pas. On est aveugle à une certaine partie de lui. Donc on dit, on connaît ça, j'ai rencontré quelqu'un, il est fort, il a de l'allure, et puis il est doux, il est calme, et puis il est très intelligent, il est débrouillard, il se débrouille toujours pour nous trouver des bons petits plans. Il est vraiment, c'est extraordinaire, c'est tout ce que j'avais envie, il est vraiment, franchement, je vois pas de défaut, il est parfait. Quelques mois, quelques années après, l'émotionnel ayant changé un petit peu de direction, et aveuglant de l'autre côté, on va voir tout l'inverse et tous les défauts, et ne plus voir aucune qualité. Ce qui était à un moment donné le fait que la personne avait de l'allure, ça devient qu'il est frimeur, il était calme, il devient mou. Alors, il est mou, c'est pas possible, il bouge pas, il se passe jamais rien avec lui. Et puis le côté intelligent, un peu malin comme ça, mais il est manipulateur, je me demande s'il n'est pas même un peu pervers comme ça. Et on ne voit comme ça qu'une partie de la personne. Donc ça on le connaît assez bien, l'amour qui rend aveugle comme ça, c'est quelque chose qu'on connaît. On voit moins qu'on le fait aussi pour d'autres choses, on le fait pour des lieux. Rêve d'une petite maison au bord de la mer. J'ai trouvé une maison au bord de la mer, elle est merveilleuse, magnifique. Oui, les fondations sont pourries et il n'y a pas de terrain, et bref, mais on voit pas, on achète. On fait ça pour un travail. Pareil, j'ai trouvé un travail, c'est génial, c'est exactement ce que je voulais dans l'agriculture biologique. Et tout le côté, c'est dur l'agriculture, t'es au courant que c'est pas grave, quelques mois après, mais c'est insupportable cette agriculture-là. On se casse le dos, je suis fatigué, j'en peux plus pour gagner 3 francs et 6 sous. Bref, on comprend ça. Et puis, on le fait aussi, et ça on le voit un peu moins parce que ça nous aveugle aussi, mais à un niveau beaucoup plus personnel. On est aveugle à notre réalité. C'est-à-dire qu'on a une tendance, peut-être soit à regarder que nos bons côtés, dans les gens qu'on dit un peu il est très positif, des gens qui se voient toujours, oui, moi je fais plein d'expériences, la vie, je suis heureux de vivre, je passe plein de choses, et puis moi j'avance et je fais tout ce que j'ai envie de faire tout le temps, et ça pose aucun problème, et qui ne voit absolument pas les conséquences éventuellement de ses actes, qui ne se remet absolument pas en question par rapport peut-être à son travail, par rapport relationnel, dans sa famille, dans d'autres endroits, quelqu'un comme ça qui ne voit pas autre chose que ce qui fait lui et ses désirs à lui et comment il avance lui. Et à l'inverse, évidemment,
Mais quelqu'un qui serait complètement aveugle à ses qualités, qui ne verrait que ses propres défauts. J'y arrive jamais, je suis nul, alors excusez-moi, je fais jamais comme il faut, et puis j'arrive jamais à rien, et qui nous emmène comme ça vers quelque chose devient soit aveugle peut-être parfois à nos défauts, soit aveugle à nos qualités. Intéressant de se poser la question pour nous, de se dire tiens, qu'est-ce que je n'arrive pas à voir parfois? Est-ce que je me dévalorise tout le temps? Est-ce que je me survalorise? À quel endroit est-ce que mon émotionnel, ma perception de moi, me donne une vision de moi qui n'est pas réelle, qui est faussée, aveuglée un petit peu par cette émotion? Plus subtil, on le fait aussi au niveau du monde des idées. Dans notre corps mental, nous sommes aveuglés par notre émotionnel. On sort en ce moment d'un débat présidentiel avant l'élection, et on a bien vu que les débats d'idées ne débattaient pas de l'idée, mais quand il y en a eu, parce que déjà il n'y en a pas eu forcément beaucoup, mais quand une idée était émise par un candidat, le débat d'idées tournait simplement autour de je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord avec cette idée. J'aime ou je n'aime pas cette idée n'est pas bonne, elle est fausse, elle n'est pas bien, elle est ceci, elle est cela, au contraire, cette idée est extraordinaire, moi je vais faire ci, moi je vais faire ça, parce que c'est comme ça que je pense qu'il faut faire. Mais l'idée en elle-même, l'objectivité de l'idée, d'essayer de voir clair une idée, c'est quoi l'idée qui est avancée réellement? C'est quoi son sens? Quelle est même son essence? Dans quelle direction elle nous mène? Quelles vont être probablement les conséquences? Quelle expérience on en a? Comment on peut en discuter, essayer de la construire? Ah, pas du tout. On est aveuglé par simplement le fait qu'on aime ou qu'on n'aime pas une idée. Et on peut continuer par rapport à cet aveuglement de l'émotionnel, de notre affectif. Un domaine qui est très intéressant, c'est notre vision divine. Comment est-ce qu'on voit le divin? Un très bel exemple d'aveuglement, l'obscurantisme dans la religion de ce que, on pourrait en parler pendant quelques heures, mais de ne voir qu'une facette, qu'un Dieu, un Dieu unique, qui nous demanderait, soi-disant, de jeûner comme ci, de prier comme ça, de se marier comme ci, d'avoir des enfants comme ça, de les nommer comme ci, de tout un cadre, une structure, quelque chose qui nous rend complètement aveugles, qui nous rend hermétiques, peut-être aux autres religions, à d'autres propositions. Ou alors, carrément, on est aveuglé de Dieu en étant complètement athée. Quand on voit, encore la vue, quand on voit ce qui se passe dans le monde, l'écologie, la souffrance, la guerre, clairement, il n'y a pas de Dieu. Je ne vois pas Dieu, je ne vois Dieu nulle part. Et là encore, nous sommes aveuglés simplement par certains points de vue, par certaines choses que nous aimons pas, que nous comprenons, que nous ne comprenons pas. Évidemment que là, on connaît bien ça. Ce qui pose problème là-dedans, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point la vue est en lien avec la direction. Que nous nous dirigeons, nous nous repérons, tant sur le plan physique que sur les autres plans, grâce à la vue. On dit que la vue, c'est 80% de notre capacité à nous diriger. C'est vrai qu'on peut se diriger à l'odorat, à l'ouïe, au toucher, mais on voit bien qu'on avance beaucoup moins vite, que c'est beaucoup moins efficace, qu'on sait encore moins où on va, on pourrait le dire. La vue nous permet de nous diriger. Quand on est aveuglé par le corps affectif, sur le plan de notre vision professionnelle, de notre vision de la société, de notre vision familiale, de notre vision divine, de notre vision de la vie, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avançons à tâtons. On avance avec des œillères. On avance dans quelque chose comme si on était un peu dans le noir, chercher un sens à tout ça, chercher dans la vie, dans le divin, dans le travail, dans la famille, dans les valeurs. On cherche complètement aveuglé. Et si on regardait vraiment l'humanité aujourd'hui, si on pouvait comme ça dézoomer vraiment, regarder de manière globale tous les humains, on aurait la sensation d'une espèce de fourmilière, mais totalement désorganisée. De gens qui vont de ci, de là, un pour qui le but c'est ci, un qui va dans l'art, l'autre qui est dans la politique, l'autre qui est que dans la famille, l'autre qui est ceci, l'autre qui cherche cela, une multi-activité, une espèce de fourmillement, mais totalement désordonné, dans tous les sens, ça n'aurait a priori, on ne verrait absolument aucun sens. Et c'est intéressant de voir que c'est ce qui se passe actuellement sur Terre, un fourmillement désorganisé, de gens qui cherchent dans leur petite sphère, dans leur petite direction, dans leur petit but, chacun personnel, individuel à la vie, éclairé simplement par la toute petite lumière aveuglante de l'émotionnel. Il y a une image comme ça qui est intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des poissons de
qui vivent en profondeur, très très profond, qui ont une espèce de crochet devant avec une petite lumière qui brille dedans. Alors eux, c'est pour attirer les proies, puis derrière, il y a une grande mâchoire pour les manger. Mais nous, c'est un peu ça. On avance comme ça, dans une espèce de cercle noir, on ne voit pas très loin, et on avance en suivant notre petite loupiote comme ça de l'émotionnel, chaque individu, chaque humain, dans son sens. On sent bien qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous manque une vue un peu plus grande, qu'il nous manque quelque chose qui ferait qu'on pourrait retrouver une direction. Mais pour ça, il va nous falloir retrouver la vue, retrouver une vue plus grande, et se poser la question peut-être, c'est quoi la vue? Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui pourrait nous indiquer comment développer une vue, comment retrouver la vue par rapport à l'amour? Mais il y a un point qui est vraiment important de comprendre, c'est que la vue, ça fonctionne toujours à la lumière. Ce qui fait qu'on voit, c'est la lumière. Par contre, est-ce qu'il y a différents types de lumière? Est-ce qu'il y a différents types de vues? Comment est-ce que ça fonctionne? Mais l'œil, fondamentalement, et la vue en règle générale, fonctionne à la lumière. Sur le plan physique, on comprend très bien. Il y a une lumière, la lumière du soleil, qui éclaire un paysage, des objets, des gens, ou une lumière, une ampoule, quelle qu'elle soit, qui éclaire. Cette lumière se reflète sur l'objet, sur la personne. C'est capté par l'œil qui a une espèce d'objectif, qui passe par le nerf optique, qui va dans le cerveau, et le cerveau décrypte cette lumière en nous renvoyant une image. L'œil n'est que très peu impliqué dans la vue. On dit que l'œil, il représente seulement 20-25% de la vue. C'est le cerveau qui voit, et qui interprète, qui donne l'image en fonction de cette lumière. Et ça, c'est quand même intéressant de se dire, du coup, quel autre type de lumière est-ce qu'on connaît? Si, à travers ce qu'on voit, c'est le cerveau qui décrypte une lumière, est-ce qu'on peut étendre un petit peu ça pour se dire, est-ce qu'il y a d'autres lumières qui nous permettraient de voir et d'avoir une vision un peu plus large, un peu plus claire, de retrouver la vue? Il y en a une qu'on connaît bien, qui est la vision du mental. On parle de clarté et de lumière mentale. Quand on comprend quelque chose, il y a quelque chose, on dit d'ailleurs que c'est lumineux. Et on en a même une image dans notre tête. On est capable, au niveau du cerveau, de se représenter une image sans voir physiquement, évidemment. Tu vois le genre de personne que c'est. Un gars, là, il est ouvrier, il habite vraiment à la campagne, et puis c'est un gars très sympa, très simple. Tu vois le genre? Oui, je vois. Et effectivement, on a l'image de ça. Donc quelque chose, des fois aussi, quand il y a quelque chose d'un peu compliqué. Tu vois, si tu enlèves d'abord la TVA par rapport à tes locations et tes travaux quand tu fais ta déclaration d'impôt, et ben tu vas pouvoir comme ça déduire par rapport aux frais. Tu vois, attends, oui, je vois. Oui, ça y est, je vois. Et on ne se rend pas compte, mais le cerveau, comme ça, il fait une image de quelque chose qui va traduire et qu'on va pouvoir comme ça comprendre. On dit d'ailleurs, toi, quand tu expliques, des fois, des gens, on leur dit, quand tu expliques comme ça, c'est clair, c'est lumineux. Du coup, je comprends. Et il y a une image qui s'installe, ce qui veut dire qu'on voit des choses et qu'on a des images de choses qui, fondamentalement, n'existent pas. Même si on se les représente et que ça fait référence à quelque chose qu'on connaît, qui existe. N'empêche qu'on fabrique une image et qu'on voit quelque chose qui n'est pas une vue tangible. Ça pourrait nous interpeller, de se dire, tiens, on voit des choses qui n'existent pas. Pourtant, quand on le pense comme ça fait toujours un petit effet de dire, oui, mais on les imagine parce qu'on les connaît, parce qu'on les a déjà vus, par exemple. Mais c'est important de voir que le cerveau, il est capable complètement d'enregistrer des lumières et de faire des images de choses qu'on ne connaît pas, qui sont pourtant bien réelles. Et l'exemple qui est vraiment intéressant avec ça, c'est justement la lumière qui vient de notre corps astral, qui vient du corps émotionnel. Nous voyons aussi très bien à partir de ce corps-là. L'exemple typique, c'est évidemment les rêves. Dans un rêve, il n'y a pas forcément de compréhension mentale, il n'y a pas de vision physique, pourtant, on voit des choses très clairement, très nettes. Le cerveau peut se représenter des images à partir des sensations, à partir du corps sensible, à partir des émotions, du corps émotionnel. Et même, on pourrait dire, oui, mais quelqu'un qui rêve de quelque chose, ça fait toujours référence aussi à quelque chose qu'il a vu. Eh ben non,
on est en train de prouver et de voir, notamment avec un test qui a été fait sur des personnes non-voyantes depuis la naissance, qui sont capables, après un rêve, de dessiner ce qu'ils ont vu dans leur rêve, alors qu'ils ne l'ont jamais vu de manière physique. Et là, c'est vraiment une belle ouverture pour nous de se rendre compte que, en fait, la vue qui est faite par le cerveau, elle se nourrit, la vue, la vision vient des différentes lumières de nos corps. Et on pourrait même aller plus loin, notre vision est une espèce de compilation des 3 lumières que je viens de citer. Ce que nous voyons physiquement, ce que nous comprenons, ce que nous interprétons, c'est ce que nous voyons mentalement, je veux dire, dans la compréhension, et ce que nous voyons physiquement, et le résultat est une compilation de ces lumières. Ça veut dire que ce qu'on voit, autant physiquement que dans ce qu'on comprend, c'est simplement le résultat d'une compile de ces 3 choses. Mais nous ne voyons pas, comme on dit, le monde tel qu'il est. Nous ne voyons pas une réalité. Nous voyons simplement le monde tel que nous sommes nous, pas tel que le monde est, mais tel que le monde, nous sommes, nous le percevons à partir de cette lumière-là. C'est un peu comme si, vous savez, les grosses boulettes à facettes disco, là, qui ont plein de petits miroirs comme ça. Et nous, on a juste un miroir qui nous renvoie la lumière. Le miroir de la personnalité, qui est un miroir, qui est une lumière qui vient justement de nos connaissances, nos compréhensions, notre vision physique du monde, et toute la vision qui vient de ce qu'on a envie de voir, ou de ce qu'on n'a pas envie de voir. Et ça, cette lumière-là, elle nous donne une vision, une compréhension, jusque dans une vision physique, qui dépend complètement de ça. Un exemple qui est intéressant de voir que ça descend même jusque sur le plan physique, c'est que quand on est troublé complètement par l'émotionnel dans notre vie, on va jusqu'à voir des choses physiquement qui ne sont pas réelles. Et si on demande à 1000 personnes de décrire une situation, de nous décrire leur vision peut-être de la vie, ou on prendra un exemple un peu plus précis après, on aura probablement 1000 réponses. Et pourtant, on voit ça. Pourtant, on comprend ça. Parfois, dans les débats politiques, quand il y a des débats comme ça d'idées, ce que je disais un peu tout à l'heure, on se dit mais c'est pas possible, ils sont de mauvaise foi, ils ne croient pas à ce qu'ils sont en train de dire. Et bien c'est plus grave que ça, c'est que même nous, quand on comprend des choses, à la vision de notre vécu personnel, on y croit mais complètement. Et même, on pourrait dire, on ne voit que ce qu'on croit. D'habitude on dit on croit que ce qu'on voit. Mais nous, au final, on ne voit que ce qu'on croit. Un exemple, si, je ne sais pas, si vous étiez amené, par exemple, à arbitrer un match de foot, je dis, pour un exemple un peu comme ça, un peu extrême, mais un match de foot avec votre enfant, mettons, qui est handicapé, à qui il manque un bras, qui galère un peu sur le terrain, et puis il y a une faute sur lui, si vous êtes arbitre. Est-ce que vous allez voir une petite faute, quelque chose de pas grave qui ne se siffle pas, ou est-ce que vous allez voir carrément une grosse faute avec une envie de carton jaune et dans l'autre sens, quand lui va commettre une faute, autant vous ne la verrez même pas. Et on se dit dans les stades, les supporters, ils sont tous de mauvaise foi. Ils sont tous, ils crient, il y a faute, il y a penalty, mais ils le voient vraiment. Et à quel point notre vision, jusque sur le plan physique, est influencée par la lumière du corps astral, du corps émotionnel, et par notre compréhension et notre capacité, justement, de comprendre mentalement ce qui se passe. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à comprendre. Et ce qu'on sent, pour revenir à reprendre cette image, cette boule à facettes, nous sommes éblouis par un seul miroir, et on ne voit pas tout le reste, on ne voit pas les autres lumières. Et on ne voit pas peut-être l'ampoule qui brille. On peut s'imaginer comme ça une ampoule qui est une autre lumière beaucoup plus grande, qui nous permettrait de voir à la fois par l'intérieur, à la fois tout l'extérieur. Il nous manque une lumière. Il y a une lumière qui ne nous permet pas de voir le monde tel qu'il est réellement. C'est évidemment la lumière de l'âme, la lumière justement de l'amour, la lumière de la conscience d'ensemble. On a vu à plusieurs reprises à quel point l'amour est l'énergie fondamentale qui anime absolument le monde. Que l'amour est une énergie, que l'amour est une vibration présente absolument partout. Que vibration, énergie et lumière, on sait très bien que c'est la même chose. Et qu'il va nous falloir, nous, être capables de percevoir et de commencer à essayer de voir à partir de cette lumière, à partir de la lumière de l'amour, de l'énergie d'amour.
comment on fait pour voir à partir de l'amour? Comment ça se passe concrètement? Il faut ouvrir les yeux, Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il va nous falloir développer un peu, on pourrait dire, un nouvel organe. Il va falloir qu'on apprenne à ouvrir ce qu'on appelle le troisième œil, le fameux troisième œil. Le troisième œil, qu'on retrouve dans la culture hindoue, avec ce point rouge là qu'on imprimait entre les deux yeux, dans les bouddhistes, avec toutes les statues de Bouddha, dans laquelle on fait une petite protubérance comme ça pour indiquer le troisième œil. On parle du centre ajna aussi, pour les centres, quand on parle des centres énergétiques. Le troisième œil, évidemment, quelque chose que, quand on se le représente comme ça, a un peu quelque chose qui a l'impression d'être un œil physique. Quand on dessine le point rouge, quand on s'imagine ce point-là, on se l'imagine comme quelque chose de physique, comme un œil physique. Peut-être on ne sait pas trop comment ça se passe, ce qui s'en dit, comment ça se fait. Mais il faut vraiment tout de suite se représenter que ce qu'on appelle le troisième œil est un centre énergétique. C'est un œil, on pourrait appeler éthérique. C'est un œil qui est en lien avec la glande pinéale. La glande pinéale, c'est une toute petite glande qui se trouve entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche du cerveau. C'est une petite glande qui a des cellules photosensibles, qui est sensible à la lumière, au beau milieu de la tête. Étonnant. Cette petite glande, elle est en correspondance, elle est en lien étroit avec le troisième œil. Ce n'est pas le troisième œil, mais elle est en lien avec. C'est le troisième œil, il va se mettre en route à partir d'un état de conscience. Et il y a une grande erreur, il y a beaucoup de mythes qui ont été faits avec ça, de dire que le troisième œil s'ouvre par des techniques de respiration, par certains mantras, par certaines pratiques, par certaines postures de yoga, même on a été jusqu'à dire que ça pouvait s'ouvrir avec une intervention chirurgicale. Il y a quand même un chirurgien autrichien, à une époque, qui a décrété qu'en faisant un petit trou à ce niveau-là, en perçant, on arrivait à pouvoir ouvrir le troisième œil. Évidemment, il n'en est absolument rien. Le troisième œil s'ouvre par rapport à un état de conscience, à la capacité, nous, dans l'amour que l'on est, comme on avait vu dans les autres conférences, de se sentir comme organisme, de se sentir comme être vivant. Plus on va travailler ça, plus ce troisième œil va pouvoir s'ouvrir. On va voir un petit peu après comment ça fonctionne. Simplement, ce qui questionne, c'est de se dire, mais quand ce troisième œil s'ouvre, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on va voir? Et il y a tout un mythe, vraiment des légendes qui tournent autour de ça, de dire que quand le troisième œil s'ouvre, on va pouvoir voir le corps énergétique. On va pouvoir voir les forces qui allient les atomes, qui créent la matière. Il y a même certains livres où on nous raconte que non seulement on va pouvoir apprendre à les voir, ces courants de force, mais on va pouvoir apprendre à les diriger. C'est-à-dire qu'on pourrait, en regardant une tomate qui est assemblée des atomes par des courants de force, on va pouvoir défaire la tomate et peut-être faire apparaître un couteau. On entend des choses comme ça. Avec l'ouverture du troisième œil, on entend beaucoup, on va voir le monde astral. On va voir les fantômes, les vivants, les revenants, je veux dire les morts. On va pouvoir communiquer avec les anges, avec les elfes, avec nos guides spirituels. Pour d'autres, on dit quand le troisième œil s'ouvre, on va pouvoir voir l'aura, on va voir les corps énergétiques des gens. L'aura physique, l'aura émotionnelle, l'aura mentale. Pour d'autres, on va voir directement Dieu. Et tout ça, il faut bien voir que c'est peut-être pas faux quand le troisième œil s'ouvre. Par contre, non seulement c'est pas un but, l'intérêt d'ouvrir le troisième œil n'a rien à voir avec ça, mais en plus, tout ça, c'est peut-être éventuellement une conséquence. C'est peut-être quelque chose qui peut éventuellement se déclencher petit à petit quand le troisième œil s'ouvre. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était un peu le but, on pourrait dire, du troisième œil, mais dans le passé, dans les anciens travaux, dans l'ancien développement de la conscience de l'humanité, qui tout un temps a développé justement, on en avait parlé un peu la dernière fois, mais a développé surtout le corps sensible, le corps émotionnel, et qui donnait peut-être un petit peu ce type de vision. Aujourd'hui, quand on parle de l'ère humaine actuelle, elle ne développe pas du tout ce corps-là. Et comme on l'a vu la dernière fois, développe complètement le mental de cœur, le mental d'ensemble. Du coup, c'est pas du tout quelque chose qui est bénéfique de voir les auras, de s'entraîner à voir comme ça, peut-être les anges, tout ce qu'on a dit un petit peu avant. C'est même plutôt un signe de régression, on pourrait le dire. Du coup, qu'est-ce qu'on va voir? Comment on va s'y prendre pour voir l'amour, pour voir à partir du troisième œil? Déjà, il faut bien comprendre que
Notre posture, quand on dit ça, c'est moi qui vois quelque chose d'extérieur, qui voit le corps énergétique. C'est moi qui vois le corps astral. C'est moi qui vois les entités. La véritable ouverture du troisième œil, c'est quand c'est l'âme, en tant qu'âme, on commence à voir à travers cela. C'est pas une vision extérieure, c'est une vision intérieure. Comment on s'y entraîne? Comment on fait? Qu'est-ce que ça donne? Ben, c'est ce qu'on fait en méditation. Quand vraiment dans la méditation, on cherche à voir, on pourrait presque dire à comprendre, mais on va dire à percevoir ce qui se passe, un événement, ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe pour une personne. C'est comme un peu un moment où, quand on cherche à regarder de loin, il y a une espèce de tension, on cherche à regarder de loin. Quand on cherche à comprendre quelque chose de difficile, on dit attends, et on cherche à voir ce que la personne nous dit. Des fois, quand il y a une conférence un peu compliquée, avec trop de détails ou des choses comme ça qu'on cherche à comprendre, ou un livre un peu, un enseignement spirituel très dur, hein, on ferme les yeux, on sent qu'on a besoin un peu de couper les autres sens, les sens formels, et notamment la vue même. C'est intéressant, quand on réfléchit, quand c'est dur à réfléchir, on ferme un peu les yeux, on dit attends, ouais, c'est pareil mais c'est encore un niveau au-dessus. On cherche, il y a une tension, presque à comprendre, à percevoir quelle vie, quelle conscience anime une personne, un événement, un pays, un règne, le règne végétal, une race animale. On va chercher comme ça à se connecter, à essayer de voir dans le sens percevoir, mais quelle qualité il y a derrière cet être? C'est quoi sa couleur? C'est quoi son élan? Qu'est-ce qui l'anime fondamentalement? Pas sa qualité de personnalité, hein, pas ce qu'il sait faire ou pas faire, pas ses compétences. Mais au fond de lui, si on se connecte à la personne, si on se connecte à un pays, si on se connecte à peut-être, je sais pas, au règne végétal, on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit en termes de qualité? Là, plus on va s'entraîner, plus on va s'entraider à le faire, plus petit à petit, on va pouvoir commencer peut-être à avoir une vision un petit peu plus grande. C'est vrai que nous, on regarde toujours avec l'aveuglement de nos trois corps, avec les sens et la vue notamment, comme on l'a vu, de ce qui se passe physiquement, de ce qui se passe émotionnellement, et de voir de ce qui se passe en compréhension. On va prendre un exemple pour essayer de bien comprendre. Quand on regarde une guerre, par exemple, ce qui se passe dans une guerre, on peut voir physiquement. Il y a des bombes, il y a des morts, il y a des choses détruites, il y a toute une organisation de solidarité, il y a des chaînes d'évacuation des civils, il y a des demandes de négociation, il y a des pourparlers, on peut voir, comme ça, factuellement. On peut voir émotionnellement ce que ça fait. C'est horrible. On voit toute cette détresse, toute cette souffrance, tous ces gens qui meurent, on voit le cynisme glacial peut-être de celui qui attaque, on voit comme c'est beau la solidarité de tous ces gens qui accueillent les réfugiés chez eux. On peut voir l'horreur, on peut voir la beauté, on peut voir, c'est une vue émotionnelle de ce qui se passe. On peut voir mentalement, on peut voir les enjeux géopolitiques entre deux pays. Évidemment, il y a ça dans telle partie de ce pays, il y a telle richesse, il y a beaucoup de pétrole dans ce pays-là, l'autre, avant ça lui appartenait, et puis s'il fait ça, l'autre, il risque de rentrer dans une coalition d'armées, s'il le laisse faire, peut-être plus grand, du coup après il ne pourra plus profiter. On peut voir mentalement, comprendre pourquoi il y a la guerre. Et si on ouvre vraiment le troisième œil, on peut comprendre ce qui se passe en termes de conscience. Et on peut voir, la plupart du temps, dans beaucoup de guerres sur Terre, simplement une friction entre deux états de conscience. On peut voir un pays majoritairement dans un état de conscience, par exemple de dépendance, on avait un petit peu expliqué aussi dans les premières conférences, un pays où les gens, la majeure partie de la population n'est pas vraiment autonome, ne pense pas vraiment par elle-même, suit un chef, un dictateur la plupart du temps, qui, lui, doit avoir de la puissance, qui doit maintenir le passé, qui doit faire perdurer toute la grandeur de son pays, qui doit imposer aux autres, qui doit être un conquérant, et tout le monde le suit. Et de l'autre côté, on voit un pays en état de conscience individuel, autonome, indépendante, qui cherche justement à essayer d'amener de la liberté, à amener de l'autonomie, à amener de l'ouverture, à rencontrer, à s'allier peut-être avec d'autres pays, à une Union européenne, à une union peut-être même de l'OTAN, des choses comme ça. Et ces deux énergies sont en friction, ces deux énergies sont en train de faire
de s'affirmer, de se repousser, de se grandir, de s'exprimer. Et on peut voir complètement ça en termes de conscience. Ça va changer complètement notre vue. Et plus on va y voir clair, plus on va voir ce qui se passe en termes de conscience, plus on va pouvoir le voir à d'autres endroits. Ce qui est actif à cet endroit-là, ben évidemment que les crises de conscience, parce qu'une guerre est avant tout une crise de conscience, il y en a absolument partout. Et on va pouvoir retrouver exactement la même crise à différents niveaux. Exemple, dans une famille, il y a un très bel exemple dans la série En thérapie sur Arte. Une des personnes, une des protagonistes de la série, une femme qui est dans une famille encore en conscience un petit peu, on pourrait dire, de dépendance, avec tout un rituel, des choses qu'on fait tous les dimanches, on mange ensemble avec la religion, il faut se marier de telle façon, avoir des enfants de telle façon, la femme elle est faite pour ci, l'homme il est fait pour ça, et qui elle est en conscience d'indépendance, qui elle est en conscience personnelle, individuelle, qui commence à essayer d'affirmer ses propres choix, sa propre vision de la vie, sa liberté. Et on voit toutes les frictions qu'il y a, qui n'est pas une guerre ouverte, mais on peut voir complètement, exactement pareil, une crise de croissance, une crise de conscience. À nous de le voir à d'autres endroits, peut-être dans notre village, dans notre famille à nous. Peut-être, tiens, dans un pays, de voir une partie du pays qui est dans une conscience très individuelle, libéraliste, capitaliste, on fait ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Le but de chacun, c'est le développement personnel. Et puis, une autre partie qui aurait une conscience peut-être déjà un petit peu, ce serait à voir, mais un peu plus ouverte, qui dit mais il faut le pouvoir peut-être plus au peuple, et puis peut-être plus... peut-être changer le modèle de la République, peut-être justement des fonctionnements plus ouverts, plus en lien avec l'écologie, plus en lien avec le groupe. Et puis une autre partie de conscience dans la France qui cherche simplement à garder la France aux Français, à garder comme c'était avant, à revenir aux bonnes vieilles valeurs d'antan. Eh ben on voit les frictions que ça fait, qui sont des frictions de conscience. On va pouvoir le voir absolument de partout. Ça va changer notre regard, ça va complètement pouvoir nous faire percevoir, nous faire voir la vie, nous faire voir le monde d'une toute autre façon. Et ça change. Et ça va changer petit à petit. Plus on va le faire, plus on va pouvoir voir clairement ce qui se passe. Et cette vision claire, comme on l'appelle, cette vision qui vient de l'amour, qui vient d'une vision d'ensemble, qui vient d'une vision de la conscience qui voit à travers nous, on voit en tant que conscience, va nous permettre de dissiper, va nous permettre petit à petit d'éclaircir et de voir pour de vrai. Et la dissipation, grâce à cette lumière de l'âme, c'est quelque chose qui est vraiment un enjeu un peu capital dans l'humanité, si on veut s'y retrouver, si on veut s'y repérer. On va falloir apprendre à dissiper cette lumière, elle va dissiper ce qu'on appelle les mirages. Toute cette vision que l'on a de la vie à partir de notre lumière émotionnelle, de notre lumière mentale individuelle et de notre lumière factuelle tangible, fait que nous créons, que nous voyons la vie à travers des mirages. Il y a tellement de mirages qu'un cycle de conférences évidemment ne suffirait pas à le faire, à tous les voir, et que chaque mirage mériterait même beaucoup plus qu'une conférence, tellement les implications et ce qui découle de ça dans nos vies et la compréhension du mirage serait vraiment intéressante, mais très long, et ça serait un thème complet. On va essayer quand même d'en voir 3-4 un peu de ces mirages qu'on voit à la lumière de l'âme, et de les voir, on va dire, ceux qui sont le plus présents dans l'humanité, ceux qui sont hyperactifs, ceux qui font que nos vies, que notre vision de la vie est vraiment troublée par ces mirages. On va prendre 3 principaux et on va voir que le 4e, il en découle un petit peu. Le premier qui est hyper présent, hyper actif dans nos vies, c'est évidemment le mirage du matérialisme, qu'on appelle le mirage donc du matérialisme, qui est notre façon de voir finalement le monde et le but dans nos vies, qui serait d'avoir. Avoir du confort, avoir des maisons, de la matière, avoir de l'argent, avoir du bonheur, du bien-être, avoir la paix, avoir des connaissances, avoir plein de connaissances, avoir plein de sensations fortes, avoir de la spiritualité, avoir de la matière.
Ce qui donne, quand on regarde bien dans nos vies, une société qui est très, évidemment, qui a un engouement énorme pour l'avoir. On se dit, tiens, c'est étonnant, pourquoi tant d'engouement pour l'avoir? Mais quand on le regarde du point de vue de l'âme, évidemment que l'âme et que la vie a besoin de matière, qu'elle a besoin d'avoir, qu'elle a besoin de matériel. Mais au regard, à la lumière de l'âme, la matière, c'est simplement un terrain d'expérience, un terrain d'expérimentation. L'âme, la conscience, prend de la matière, elle s'incarne, elle va dans la matière, elle crée des formes, que ce soit des humains, des relations, des pays, des maisons, que ce soit toutes les formes émotionnelles, relationnelles, mentales qu'on peut imaginer. L'âme, elle prend ça pour subtiliser la matière, pour la rendre plus légère, plus belle, pour la faire ressembler de plus en plus au divin, pour que chaque forme soit de plus en plus le reflet parfait de la conscience d'amour de l'âme. En aucun cas, l'âme prend de la matière pour accumuler, pour stocker, pour prévoir, pour au cas où, et pour en avoir toujours plus, et que finalement la matière devienne un but en soi. Sans s'en rendre compte, c'est la matière, et c'est le besoin d'avoir, la plupart du temps, qui dirige nos vies. Intéressant de voir dans nos vies, si on prend simplement une journée type, est-ce que nous cherchons à avoir, encore une fois, avoir des belles relations, avoir du matériel, une maison, un confort, des objets, des voitures, à avoir de la connaissance, c'est-à-dire à prendre tout le temps, à emmagasiner de la matière physique, émotionnelle et mentale, ou est-ce que nous cherchons à donner du sens aux formes qui nous entourent, donner du sens à travers nos valeurs, à travers ce qu'on est en termes d'être, et de pouvoir vraiment imaginer que toute forme dans notre vie est une occasion de donner plus de valeur, plus de sens, plus de qualité fondamentale. Si on regarde, vue de l'âme, la matière sert à ça. Vue de l'homme, c'est le matérialisme. La matière devient un but en soi, et on devient même prisonnier, on devient complètement attaché à toutes ces formes qu'on a accumulées, qu'on a construites, qu'on a fait grandir. Là, on a un beau boulot à faire, à se dire, tiens, est-ce que je peux me mettre à ce que toute forme dans ma vie, consciemment, soit une proposition d'expression, une proposition de réalisation, d'avancée de la conscience. Un deuxième mirage très présent est ce qu'on appelle le mirage du sentiment. C'est un peu comme si notre vision de l'amour, vue de l'homme, l'amour, c'est sentimental. Ça veut dire que l'amour, c'est quand on ressent quelque chose qui pourrait ressembler à de l'amour. C'est la sensation que nous procure l'amour, un sentiment. Et quand on regarde bien ce qui se passe dans nos vies, c'est pareil, on est occupé, pour beaucoup de gens, le mirage est hyperactif, on est occupé en permanence à savoir comment on va faire pour plaire aux autres, pour séduire, pour être accepté, pour être reconnu, pour que l'autre me remarque et que je lui plaise, pour, dans l'autre sens, que oh, il me plaît, ça me fait un sentiment d'amour, ça me fait du bien. Et de regarder dans nos vies, mais est-ce que nous sommes en train de mettre énormément d'énergie à séduire? Et séduire, c'est pas seulement sur le plan physique, comme on se l'imagine. C'est pas simplement se maquiller, se faire beau, mais nous sommes dans une séduction permanente, pour beaucoup de gens, une séduction émotionnelle, que nos émotions, notre gentillesse, notre bienveillance, notre calme, notre écoute, soit quelque chose qui puisse plaire aux gens. Que notre séduction est aussi mentale, par des belles idées, par une belle façon de parler, on va pouvoir séduire, on va pouvoir plaire aux autres. L'humour, énorme l'humour, pouvoir de séduction de l'humour, absolument énorme. On utilise le mental à faire des jeux de mots, mais au fond, est-ce que c'est pas pour plaire? Est-ce que c'est pas pour séduire? Est-ce que c'est pas simplement quelque chose qui nous amène au sentimental? Mais le sentimental vu de l'âme, l'amour, mais c'est pas du tout ça. L'amour, c'est pas quelque chose de chaud, d'exclusif, d'un sentiment entre deux personnes, entre plusieurs personnes d'un même groupe, d'une famille, mais absolument pas. L'amour, c'est l'inclusivité. L'amour, c'est faire un, c'est être un avec les autres. On passe notre temps à dire, faut envoyer de l'amour, faut donner de l'amour à un tel, ou envoie-moi de l'amour, j'ai besoin. Mais il n'est pas question d'avoir de l'amour ou de donner de l'amour. Ça, c'est le sentiment.
il est question d'être amour, ce qui n'a absolument rien à voir. Mirage énorme dans nos vies pareilles, regardez une journée type. Qu'est-ce qu'on fait comme énergie, comme manigance pour essayer de séduire, de plaire à notre patron, à notre famille, à nos voisins, à je ne sais qui? Énorme, est-ce qu'on ne pourrait pas passer tout ce temps et toute cette énergie à essayer d'inclure, à essayer de reconnaître, à essayer de faire un avec? Un beau programme encore, pour avoir une vue de l'amour. Un troisième qui est très présent aussi, c'est à quel point notre vision du monde est une vision séparée. Non seulement une vision séparée, mais on va même dire que c'est une vision opposée. On ne peut pas s'empêcher de voir le monde de manière opposée. Il y a le bien, le mal, les gens qui ont tort, les gens qui ont raison, la gauche, la droite, les chrétiens, les musulmans, l'Occident, l'Orient, l'esprit, la matière, la spiritualité, le quotidien. Et on oppose complètement toujours ça. D'ailleurs, intéressant de voir comme très souvent, là en période politique d'ailleurs c'était impressionnant, on demande aux gens quel est leur camp. Mais t'es dans quel camp? T'es à droite ou t'es à gauche? On demande ça aux hommes politiques. Mais nous c'est pareil. T'es de quel côté? T'es du côté des patrons ou le côté des ouvriers? T'es du côté... Attends, mais toi t'es du côté matérialiste? T'es du côté... tu penses que la vie c'est ça ou t'es du côté plutôt spirituel? Et on ne fait qu'opposer. Et l'opposé, c'est intéressant de voir que ça amène à l'opposition. C'est que automatiquement, dans l'opposé, on a une tendance à vouloir convaincre, à vouloir modifier, à vouloir changer l'autre. Et on met énormément d'énergie à faire ça. À tout niveau. On le voit dans une guerre entre deux pays, on voit une opposition. Mais nous, dans notre quotidien, avec notre femme à la maison, est-ce qu'on n'est pas en train toujours d'essayer de dire « Attends, c'est moi qui ai raison quand même ». On fait comme si, là, regarde, toi tu dis l'opposé. Ça peut pas aller. Et on met une espèce de barrière, quelque chose d'infranchissable, de une chose d'un côté, une chose de l'autre. Pas de possibilité de contact, pas de possibilité de rencontre. À la lumière de l'âme, à la lumière de l'amour, si on aimait vraiment, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait simplement que deux opposés sont toujours ce qu'on appelle des inséparables complémentaires. Sont simplement deux points de vue, deux expressions d'une même vie, d'une même qualité. Deux choses, et parfois il y a plusieurs opposés, heureusement il y en a d'autres que deux. Deux choses qui vont complètement amener à peut-être donner une image, une compréhension plus grande. Si on regarde chrétien, musulman, c'est la même idée, c'est l'idée de Dieu. Elle est exprimée, elle est vécue, peut-être de deux facettes différentes encore une fois. Mais fondamentalement, au centre, il y a la même idée. Et on peut prendre tous les exemples qu'on veut, hommes, femmes, on peut prendre des pays, on peut prendre Orient, Occident, à chaque fois, simplement, ce n'est pas des opposés, c'est des complémentarités qui se cherchent. C'est des vécus d'une même chose, simplement qui s'est exprimée, qui s'est révélée, qui a été expérimentée de façon différente. Pareil, regardons une journée type chez nous, est-ce que le mirage de l'opposé est présent? Est-ce que nous sommes souvent dans l'opposition, à choisir un camp, à affirmer des lignes très tranchées? Est-ce que nous sommes dans quelque chose qui envenime, qui demande aux autres de se positionner? Mais dans quel clan t'es? Ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui cherche la complémentarité, qui cherche l'ouverture, qui cherche à comprendre quelle idée est au centre de ça, quelle manifestation de la vie est à l'origine de ces deux facettes? Un beau boulot à faire encore avec tout ça. Et puis, le quatrième, c'est comme s'il découlait un peu de tout ce qu'on a dit. Et c'est intéressant de s'imaginer que, en lien avec cette vue, il y a un mirage qui va être vraiment impressionnant. On en a un peu parlé au début, mais qui est comment voyons-nous le sens de la vie? Quelle vision a-t-on de notre chemin, en fait, on pourrait dire, en tant qu'individu, en termes d'humanité, en termes de groupe, en termes planétaires? Comment est-ce qu'on voit le chemin? Quand on est baigné justement par tous ces mirages, quand notre vision est celle simplement de la particule, de l'homme, avec ses trois corps, avec sa lumière physique, émotionnelle et mentale, on voit, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, on voit le sens, le but, le chemin de la vie comme étant un chemin personnel. Un chemin personnel, individuel, à partir de mes goûts, de mes envies, de mes convictions.
Et le but de notre cheminement dans la vie, eh ben, on va retrouver plein de buts différents. Avec beaucoup, peut-être pour beaucoup, un but, le but c'est d'être heureux, c'est le bien-être. Moi le but c'est d'être riche. Moi le but c'est de faire ci, de faire ça, dans tellement d'exemples. Mais le but commun, il est la réalisation personnelle. Il est l'épanouissement personnel. Et c'est un peu là l'image que je disais tout à l'heure, on suit notre propre lumière, aveuglé par cette lumière de nos envies, de notre sens de la vie personnelle. Intéressant de le voir sur le plan spirituel. On parle de chemin, on parle du sentier spirituel ou du chemin spirituel. Mais tant qu'on regarde de ce point de vue-là, de cette lumière-là individuelle, on voit le chemin spirituel comme un épanouissement personnel, comme un éveil personnel. Mon but, à moi, mon chemin de vie, c'est de m'éveiller, moi, spirituellement. Mirage total. Et vu de l'âme, on ne voit plus du tout ça. On va pouvoir commencer à retrouver la vue. Quand on aime vraiment, on voit que tout ça, et on va le voir vraiment, le voir avec ce troisième œil ouvert. On voit que tout ça, c'est une évolution de conscience. On voit un être respirer, un être conscient, un être planétaire, un organisme dans une respiration, dans des cycles d'évolution de la conscience. Et on va le voir réellement, c'est-à-dire le voir depuis le troisième œil, le voir mentalement, le comprendre, jusqu'à le voir dans la forme, physiquement. La plus grande lumière domine, la plus grande lumière illumine la lumière mentale, illumine la lumière astrale et illumine la matière physique. Si on ouvre vraiment, si on travaille vraiment cette ouverture, cette compréhension d'ensemble, cette vision d'ensemble, alors qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un monde qui évolue en conscience. On va voir une humanité qui tout doucement, cycle après cycle, respiration après respiration, dans son ensemble, s'éveille, s'ouvre, passe doucement du matérialisme au spiritualisme. Une humanité qui passe par l'épanouissement de la matière, des formes, et qui va de plus en plus vers l'épanouissement de la conscience. Et on ne peut que le constater quand on le regarde en termes de conscience. De plus en plus d'humains se posent des questions de conscience, sont en quête de sens, en quête de compréhension, en quête d'ouverture. La vision qu'ils ont du monde ne leur suffit plus. On est en recherche de nouvelles lumières en permanence. Et on cherche à tous les endroits. On cherche sur le plan physique, de la lumière, des maisons toujours plus lumineuses. Il n'y a qu'à aller dans un rayon de luminaires dans un magasin de bricolage, c'est absolument hallucinant, le nombre d'ampoules, de types de lumière qu'on a. On cherche plus de lumière astrale, plus de lumière émotionnelle, plus de vécu, de rayonnement, de ça, d'épanouissement. On cherche toujours plus de lumière au niveau physique, mental, avec toujours plus de connaissances, de compréhension. Mais on ne cherche pas au bon endroit. Et plus on va chercher cette lumière intérieure de compréhension par la conscience, de vision, d'amour, on va voir cette humanité avancer. On va la voir passer du matérialisme au spiritualisme. On va la voir passer, comme ça, du mirage du sentiment à l'amour, à l'inclusivité, à l'union, à l'unité. Et c'est pareil quand on regarde depuis cette vision-là, mais on voit l'humain aller vers l'unité, mais de plus en plus. C'est indéniable. Si on le regarde de ce point de vue-là, à tous les niveaux, même très formel. L'Union, les Nations Unies, 53 pays à la création en 1945, 193 aujourd'hui. L'unité à tous les niveaux. L'unité, avant d'appeler un village, maintenant on appelle ça une commune, une collectivité territoriale. On appelle même une communauté de communes, là où on vit. On vit dans un système de santé qui est d'une mutuelle. On mutualise. On a des pays qui s'organisent entre eux. On a des régions, on a des communes, des villes. Il y avait 40 000 villages en France. Aujourd'hui, il y a 30 000 communes. Il y avait 53 départements, il y en a 18. On se regroupe, on s'unifie, il y a quelque chose qui nous unit, on vit en union libre. Il y a même un journal qui s'appelle l'Union. Il y a une unité qui pousse, qui est là, qui avance. Quand on le regarde du point de vue de l'âme, on ne peut que le voir. C'est ça qu'on voit. Et c'est ça qui est la réalité. On passe, à travers cette vision claire, l'ouverture du troisième œil, on va passer de l'obscurité à la lumière. On a vu dans les autres conférences qu'en s'identifiant à l'être planétaire, à l'organisme que l'on est fondamentalement, on passe de l'irréel au réel,
Notre réalité, c'est la conscience, c'est l'être que l'on est. On a vu dans celle d'après que, à force de vivre ça et de comprendre comment ça fonctionnait, on passait du mortel à l'immortel. Avec ce troisième œil, avec cette vision depuis la lumière de l'âme, on passe de l'obscurité à la lumière. Et on va voir une humanité qui va du matérialisme au spiritualisme, qui va comme ça du sentiment à l'amour, à l'unité, et une humanité qui va des paires d'opposés, de l'opposition à la complémentarité. Et on le voit depuis la conscience, et on le voit jusque dans le physique, avec plein de choses qui se mettent en place. L'intelligence commune, l'intelligence de groupe, où c'est plus qui a tort, qui a raison, quelle est la meilleure idée, c'est comment on réfléchit ensemble, comment ça complète une réflexion. On le voit dans des niveaux beaucoup plus physiques, avec des habitats groupés, on le voit, il y aurait plein d'exemples, mais depuis cet œil-là, on va pouvoir voir clairement l'être, la conscience évoluer, respirer, grandir, s'éveiller, s'épanouir petit à petit. Et là, c'est beau de voir, c'est beau de retrouver la vue. Avec cette vision d'amour, on retrouve réellement la vue. Et non seulement c'est beau, mais évidemment qu'on va pouvoir se diriger, plus on va voir large, plus on va voir grand, plus on va voir en termes de conscience et d'amour, plus on va pouvoir trouver notre rôle en tant qu'humanité, en tant que personnalité, de qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est intelligent d'amener, comment est-ce que, quelle qualité est en moi, qu'est-ce qui est la qualité fondamentale, quelle valeur fondamentale d'être est-ce que je ressens, comment je vais pouvoir l'appliquer, jouer mon rôle dans cette humanité et dans cette conscience qui évolue. Une direction commune au sein de laquelle on va pouvoir trouver, se diriger et donner une direction personnelle. Un beau programme auquel on vous invite et envie d'un peu de terminer en disant pendant tout un temps on peut se faire traiter un peu d'illuminé dans quelque chose de très péjoratif. Mais depuis ce point de vue-là, je crois qu'il est temps vraiment de devenir des vrais illuminés et de retrouver la vue et de voir à quel point c'est beau de voir. Il y a, à un moment donné, il y a quelques années, la chirurgie elle a réussi à reconnecter dans le cerveau et via le nerf optique des gens qui étaient aveugles de naissance et qui, d'un coup, à 30 ans, à 40 ans, se sont mis à voir. Et leur émotion, leur vécu de ce moment-là était assez merveilleux. Et bien, c'est la même invitation. Ouvrir le troisième œil, voir depuis l'amour, voir depuis la conscience, c'est exactement la même beauté. C'est quelque chose qui est merveilleux quand on prend un peu la peine, comme ça, de se donner et de s'ouvrir à ça. Ouvrons ce troisième œil, laissons l'amour, la lumière de l'amour pénétrer en nous. Et bien, je vous propose un temps de méditation à partir de tout ça. On commence par bien se centrer. Et respirer, comme si on pouvait respirer à partir d'un centre énergétique, au niveau du front. C'est pas le troisième œil, mais c'est le centre de la personnalité. C'est de ce centre qu'on peut être pleinement présent, physiquement, sensiblement et mentalement, à cette méditation. De ce centre, on peut percevoir et voir la vie de manière très formelle, factuelle. Nous pouvons voir la vie de manière très émotionnelle. Et voir la vie de manière très cartésienne.
c'est comme si on sentait facilement que ça suffit pas pour appréhender la vie. On va transférer consciemment notre attention depuis le point frontal jusqu'au sommet de la tête. C'est de ce point qu'on peut s'élever encore en direction de l'âme, de l'être que nous sommes. On prend un temps pour devenir, pour fusionner avec notre partie la plus subtile, la plus pure, la vibration la plus élevée. De cet état d'être, on peut se connecter à une toute autre lumière, une lumière d'amour, une lumière d'ensemble. Une lumière qu'on peut facilement imaginer au sein de toute forme, animant toute forme de vie. Que cette lumière, que cette énergie est semblable, est la même au sein de chaque forme, est une. Et que c'est seulement en étant profondément cette conscience que l'on va pouvoir percevoir. Percevoir que l'âme anime progressivement, étape par étape, stade par stade de conscience, toute vie. Quel que soit son stade de développement, on peut voir clairement que nous sommes unis. Voir un organisme de conscience en développement, en épanouissement. On peut alors voir un chemin commun, un sens comme un.
un sens commun et un chantier commun. De la forme la plus dense, la plus grossière à la forme la plus subtile, un même élan, une même direction. Quand on regarde le monde comme cela, tout est illuminé. Dans cette œuvre commune, nous allons pouvoir percevoir clairement, chercher à percevoir notre place, notre rôle, notre coopération à l'œuvre. On peut sentir à quel point de retrouver la vue, c'est beau. Puis en gardant ces énergies vivantes, en tant que groupe, en tant qu'ensemble, on reprend conscience de notre point frontal. De voir que cette lumière peut venir amener une compréhension d'ensemble et même une vue physique d'ensemble. Une vue qui nous connecte aux causes et non plus aux conséquences. Et puis comme dans une expiration énergétique, par ce point frontal, on laisse circuler tout ce qu'on a contacté ensemble. Circuler cette lumière pour tous, consciemment.
puis on peut reprendre contact visuel ensemble. Eh bien, merci de ces partages et puis on se retrouve le mois prochain pour la prochaine conférence. Au revoir.